Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La carte à 15 régions dessinée par le Sénat va-t-elle passer le cap de l'examen en séance? Manuel Valls, le Premier ministre, a fermé la porte hier à une autre version que celle adoptée par les députés, et ce, au nom de la clarté. Analyse et débat à suivre dans ce journal. L'État sur le point de suspendre le contrat passé avec la société Ecomou, chargée de récolter l'écotaxe poids lourd, au risque de payer 1 milliard d'euros de pénalité. Annonce d'Alain Vidalis, le secrétaire d'État au transport, était auditionné cet après-midi par les sénateurs. Calais, où l'impasse migratoire face à un afflux de migrants, les pouvoirs publics semblent désarmés. Natacha Bouchard, sénateur maire de la ville, était hier à Londres pour évoquer avec les parlementaires britanniques la situation de sa commune. Elle est notre invitée ce soir. Si Manuel Valls a joué hier à la carte de l'apaisement face aux sénateurs, se montrant ouvert au débat sur l'avenir des départements et en rassurant les élus avec le maintien des fonds alloués à la réforme des rythmes scolaires, le Premier ministre a en revanche fermé la porte à la proposition d'une carte à 15 régions voulue par les sénateurs, ce qui a considérablement crispé les débats. Il faut dire que chacun a sa vision de la carte idéale. Sandra Cerquera. Une carte à 13 régions, c'est ce que souhaite le gouvernement. Mais le Sénat défend une carte différente à 15 régions. Sera-t-il entendu? La réforme territoriale ne satisfait ni à droite ni à gauche. On a un gouvernement qui est en train de fermer toutes les portes possibles à une réforme qui soit lisible, à une réforme qui tienne compte de ce que les territoires ont proposé. Il nous dit qu'il veut des très grandes régions, pourquoi pas? Donc il laisse la région centre, qui est une toute petite région, toute seule, on ne comprend pas pourquoi. L'Alsace qui veut une collectivité unique, qui a un vrai projet. Aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas entendre parler de cette collectivité unique alsacienne. L'examen de l'article 1 relatif à cette nouvelle carte des régions a commencé ce soir et les débats s'annoncent tendus. D'autant que cette réforme transcende les clivages politiques. Ce sont les particularités locales qui priment. Des amendements identiques UMP, UDI et Verts ont été adoptés au Sénat pour faire de l'Alsace une région à elle seule, non rattachée à la Champagne-Ardenne-Lorraine, comme le souhaite le gouvernement. Pour Jean-Jacques Hyest, redécouper les régions avant de connaître leurs compétences est un non-sens. Le Sénat va remettre les choses à l'endroit, à savoir les régions stratégiques avec les compétences de développement économique, d'aménagement du territoire, etc. affirmées, recherche, université, etc. et conserver le département comme institution qui a fait ses preuves depuis très longtemps comme collectivité de proximité. Mais sur les départements, le flou est aussi entretenu. Aucune précision concernant le nombre de départements ruraux maintenus n'a été donnée par Manuel Valls. Faustine Saint-Geniès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Faustine. Alors, vous suivez attentivement tous ces débats autour de la réforme territoriale pour Public Sénat. Est-ce que le discours de Manuel Valls hier a plutôt rassuré ou au contraire envenimé les débats ? Le discours de Manuel Valls hier a plutôt crispé. Il voulait rassurer, il voulait expliquer la réforme territoriale. Eh bien, le but est loin d'être atteint. Il reste beaucoup de zones d'ombre et non des moindres. D'abord la carte, on l'a vu avec ce sujet. Manuel Valls rappelle qu'il veut 13 régions comme à l'Assemblée nationale. Eh bien ici au Sénat, on a l'impression qu'il veut tout simplement bafouer la Haute Assemblée et ne pas lui laisser apporter sa pierre à l'édifice. Le bras de fer s'annonce assez tendu dans les 2 jours à venir jusqu'à la fin des débats sur ce texte. Mais c'est loin d'être le seul point de friction, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Les intercommunalités, par exemple, Manuel Valls a évoqué le seuil de 20 000 habitants pour ces regroupements de communes. Il a dit qu'il serait à l'écoute du Sénat pour des propositions pour les zones rurales, les zones de montagne. Certains y voient un point positif, d'autres y voient simplement un brouillage de pistes. Il n'y a pas de proposition claire sur les intercommunalités. Et puis le point d'achoppement principal, c'est bien sûr le département, on en parle depuis longtemps, suppression, maintien. Le Premier ministre a rappelé hier les fonctions de proximité, de solidarité des départements, histoire de brosser un peu dans le sens du poil les pro-départements qui sont nombreux dans cette Assemblée, et puis histoire aussi de rassurer tous les candidats qui vont batailler en mars prochain. Mais à l'horizon 2020, je cite le Premier ministre, il dit le paysage territorial aura évolué et entre des grandes intercos et un département, il dit ne pas vouloir choisir. Alors certains y voient le flou le plus absolu. À court terme, on donne des gages histoire de motiver les troupes, mais à long terme, il n'y a rien. Beaucoup dénoncent le fait que le débat n'est pas encore tranché au sommet de l'État. Merci beaucoup Faustine.
Et en redécoupant la carte de France, le gouvernement prend aussi le risque de rallumer la guerre entre les capitales régionales. Pas question de perdre leur statut et le potentiel économique qui va avec. C'est le cas de Rouen et Caen. La bataille s'annonce serrée. Qui pour diriger la future région normande, issue de la fusion entre la Basse et la Haute-Normandie? Les habitants ont déjà leur avis sur la question. Ils l'ont dit au micro de Paul Bouffard. Reportage. Vous êtes plutôt Rouen ou Caen? Rouen. Il me semble que Caen soit plus historique que Rouen, quoi. Rouen. Pourquoi? Parce que c'est la plus belle capitale de Normandie. Caen historique, Rouen économique, mais vu qu'on est sur de l'économie, Rouen. Ouais, moi je dirais Caen, moi. Direct. Caen. Entre les deux cousines normandes, difficile de se mettre d'accord sur qui sera la chef, in fine couronnée. Rouen, Caen, les 100 clochers rouennais, le château du Calcanet construit par Guillaume le Conquérant, Rouen et la Seine, axe économique majeur, toute une histoire. Pour les élus hauts-normands, rien de plus clair. Au 1er janvier 2015, Rouen deviendra métropole, image et grandeur parfaite pour une capitale. Il nous faut une locomotive et qui participe de l'entraînement de tous les territoires, encore une fois sans opposition avec l'ensemble de ce qu'elle doit contribuer à animer. Et nous avons là une métropole reconnue par le législateur, ni plus ni moins. Donc il faut vraiment ne pas surexagérer l'importance du débat sur la capitale. Il en faut une. Par définition, il s'agit essentiellement de fixer le siège de la région au sens politique du terme. Pas vraiment un débat pour la Haute-Normandie, cela tient presque du symbole. Pourtant au Sud, on s'inquiète. Dans une lettre, 7 parlementaires bas-normands en appellent à Manuel Valls. Enlever à Caen sa fonction de capitale la mettrait grandement en danger. Et Jean-Léonce Dupont le sait, les enveloppes budgétaires iront plus facilement à la métropole rouennaise qu'aux communes rurales de Basse-Normandie. Non, ça n'est pas du symbole. Ça n'est pas un sujet léger, ça n'est pas une ville contre une autre. Une grosse crainte, en particulier des Bas-Normands, c'est le risque de passer au-delà des effets bénéfiques. Si vous voulez, de ne pas être forcément dans du gagnant-gagnant, mais de regarder un développement qui aurait lieu sur l'axe Seine, qui partirait grosso modo de la région parisienne et de Paris, en passant bien sûr par Rouen et par Le Havre, et qui évidemment délaisserait la Basse-Normandie. Caen, agglomération de plus de 200 000 habitants. Face à Rouen, agglomération de 500 000 personnes. La bataille de Normandie est loin d'être finie. Et si on écoutait la rue? Les Rouennais vont pas à Caen et les Caennais vont pas à Rouen. Donc après, on se mélange pas trop peut-être. Mais... Il faudrait peut-être mettre entre les deux. On mettrait à Beuzeville, ce serait bien. Hein, ce serait juste entre les deux. Et pour plus d'informations sur ce thème, le photoreportage de François Vignal, c'est à lire sur publicsénat.fr. Et on reparlera également de la réforme territoriale et de cette carte des régions avec nos invités à la fin de ce débat. Autre temps fort de l'actualité au Sénat, c'est cette déclaration choc du secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis. Auditionné par les sénateurs de la Commission des finances et du développement durable, il annonce que l'État va dénoncer le contrat passé avec la société Ecomove, chargée de recouvrer l'écotaxe. On l'écoute, suivi de la sénatrice maire UMP de Gujan-Mestras, qui réclame des comptes à l'État. Pas de patate chaude, c'est la continuation de la République et d'un problème qui était là. Et moi, je suis, avec Ségolène Royal, attaché à le régler en prenant en compte l'ensemble des troubles à l'ordre public, la difficulté d'une profession, un texte qui était incompris. Je crois que c'était la seule décision qui pouvait être prise et qui était apaisante, tout en maintenant la participation des transporteurs au financement des infrastructures. C'est ce que nous avons fait. Quelle est la grande entreprise qui demain voudra accepter de traiter avec l'État, sachant que l'État est capable de faire si peu de choses, des contrats signés avec lui. Donc c'est quand même très grave. Moi, je pense qu'au-delà des finances, des conséquences qu'il y aura pour les contribuables, il y a aussi une image de l'État. En bref, la Commission des finances du Sénat a rejeté ce matin l'ensemble des articles sur la programmation des finances publiques. Un rejet justifié par le désaccord de fond avec la politique budgétaire du gouvernement. En revanche, la Commission a renforcé les règles de gouvernance budgétaire avec la création d'un mécanisme de frein à la dette pouvant être déclenché si le niveau d'endettement dépasse 100% du PIB. Une perquisition en cours au siège de l'UMP à Paris dans le cadre de 2 enquêtes liées au financement de la campagne présidentielle de 2012 de Nicolas Sarkozy. Cette opération de police intervient dans le cadre de 2 informations judiciaires, l'affaire Big Malion et l'enquête sur le paiement par l'UMP de pénalités infligées à l'ancien président car ses comptes de campagne avaient dépassé le plafond autorisé.
Calais est la question brûlante des migrants. 12 ans après la fermeture de Sangatte, le problème reste entier. Sur place, la police est débordée, les élus se sentent abandonnés. Face à la multiplication des rixes, le gouvernement promet des renforts avec l'arrivée de 100 policiers et gendarmes. Insuffisant face à l'afflux de migrants, Samia Déchir et Sébastien Borgeot sont allés à leur rencontre. C'est un balai incessant. Au péril de leur vie, des migrants traversent chaque jour la rocade pour rejoindre le port de Calais. Lorsqu'elle est embouteillée, ils prennent d'assaut les camions en groupe pour se cacher à l'intérieur et tenter leur chance vers l'Angleterre. En attendant la barrière financée par les Anglais qui sera posée le long de la route, 100 policiers ont été envoyés en renfort la semaine dernière par le gouvernement. Un effet d'annonce pour ce représentant syndical. La solution n'est pas pérenne. Je pense que d'ici quelques semaines, les 100 fonctionnaires qui sont arrivés vont partir. Ce sont des unités mobiles. On aura répondu à une situation d'urgence. C'est sous l'œil des CRS que l'association Salam distribue, à 2 pas de la mairie, des repas aux migrants. Parmi eux, Khaled, un jeune Soudanais qui n'a pas souhaité montrer son visage à la caméra, a déjà tenté une vingtaine de fois de passer en Angleterre à bord d'un camion. C'est désormais plus difficile. Depuis 5 jours à peu près, il y a plus de policiers. Mais même s'ils sont plus nombreux, j'essaierai quand même de passer. Pas question de renoncer si près du but, car pour tous ces migrants, l'Angleterre, c'est la dernière étape d'un long périple depuis leur pays d'origine. C'est là-bas qu'ils veulent demander l'asile. Ici, on vit dans la jungle, sans nourriture, sans rien. On n'a que le repas qu'on nous donne ici. En Angleterre, ils prennent mieux soin des demandeurs d'asile. On leur donne un toit et ils sont nourris. À l'approche de l'hiver, plus de 2000 migrants dorment encore dehors à Calais. La mairie a obtenu la promesse de créer ici un centre d'accueil de jour financé par le gouvernement, mais pas d'hébergement de nuit. Face à un phénomène migratoire mondial, Calais se sent démuni. Et notre invitée ce soir, Natacha Bouchard, bonsoir, sénateur maire UMP de Calais, merci d'être avec nous. Alors hier, vous étiez à Londres à la rencontre de parlementaires britanniques pour évoquer la situation de votre ville. Quel message avez-vous souhaité faire passer aux autorités britanniques? Alors, ce qui était important de voir, c'est que cette invitation donc, de la commission donc, britannique est une première et historique dans l'histoire en fait de la population migrante des flux à Calais. Et cette audition en fait a été très enrichissante sur deux points essentiellement. Premier point, c'est qu'il y a un déni de la part des élus britanniques et donc de fait, je suppose, de leur population. Ils sont persuadés que les migrants qui arrivent en flux massif à Calais et qui veulent passer en Angleterre parce que la France ne leur propose pas l'asile. Donc c'est un point sur lequel nous avons énormément échangé parce qu'ils ont tort et à Calais, il n'y a pas... réussi à leur faire prendre conscience de ce phénomène? Je pense leur avoir fait prendre conscience, mais je peux vous dire que culturellement, ça a été très dur. Et pour pouvoir aller plus loin, ils sont invités à Calais pour échanger avec les migrants, parce que ce message, ce n'est pas moi qui l'amène, mais les migrants qui ont réussi à passer et qui sont en Angleterre et qui appellent leur famille, les passeurs et les pays qui sont en conflit actuellement pour leur dire que l'Angleterre, c'est bien l'Eldorado. Donc l'Angleterre doit impérativement passer ces messages pour contredire en fait et donc faire réguler les flux. On se souvient que vous aviez menacé de bloquer le port pour faire agir les autorités britanniques. Est-ce que vous êtes toujours dans cette configuration? Tout à fait. Je pense que cette menace est permanente parce que on a parlé beaucoup de centre de Sangatte. Il y a 12 ans, ce centre a été fermé et les conditions faisaient qu'il était bon de le fermer. Je rappelle aussi que Nicolas Sarkozy a été fait citoyen d'honneur par le maire de Sangatte PS à l'époque et que cette décision était commune à l'ensemble des élus. Aujourd'hui, la situation est différente, des nationalités très différentes, un contexte beaucoup plus impressionnant puisque le nombre de migrants est aujourd'hui de plus de 2000 à Calais. Vous confirmez ces chiffres, c'est ce qu'on dit actuellement entre Oui, tout à fait. 2000 il faut à 2300. confirmer ce chiffre. Il ne faut pas sous-estimer les chiffres de peur de faire peur à certains. Il faut être lucide et regarder objectivement quelle est la situation. Ma proposition au ministre a été de dire
Alors justement, où en êtes-vous des discussions avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, sur cette question d'hébergement de nuit? L'État a donné son accord pour un accueil de jour. Oui. Qu'en est-il de votre proposition? Alors, on a beaucoup d'échanges et Bernard Cazeneuve vient lundi à Calais. On avance plutôt très bien puisque la décision sur l'ouverture de l'accueil de jour a été annoncée. Parallèlement, c'est la partie humanité. De l'autre côté, il faut aussi qu'il y ait un engagement très fort sur l'évacuation des squats. C'est la partie fermeté. Et aujourd'hui, les femmes et les enfants, j'en suis presque persuadée, mais c'est pas à moi à faire l'annonce, seront dans l'espace donc d'accueil de jour. Au risque de recréer un nouveau Sangatte, Natacha Bouchard? Eh bien, écoutez, je dirais que il faut oublier Sangatte parce que Sangatte, c'est du passé et qu'aujourd'hui, dans Calais, c'est pire que Sangatte, voyez-vous. Donc, soit on se dit oui, on prend le risque de recréer un lieu qui ne sera pas Sangatte, mais qui sera un lieu où il y a effectivement une population qui sera présente, mais qui est présente de toute manière, quoi qu'on veuille faire aujourd'hui, elle est présente et elle sera là présente demain. Donc on ne peut pas l'effacer, on est obligé de la calculer. Et d'un autre côté, moi je dis que je préfère avoir un espace d'accueil de jour avec et le un ministre de lieu l'Intérieur, pour les Bernard migrants, Cazeneuve. mais Merci d'évacuer en fait la zone urbaine pour les Calaisiens. Merci beaucoup Natacha Merci Bouchard d'avoir été notre invitée ce soir. Ouverture d'une information judiciaire pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner à la suite du décès de Rémi Fraisse, 21 ans, sur le site du barrage contesté. Aujourd'hui, la suspension des travaux a été envisagée le temps d'une remise à plat. Quentin Calmy. Sortie du Conseil des ministres, 4 jours après le drame de Sivens, Ségolène Royal s'exprime pour la première fois sur le sujet. La ministre de l'écologie prend acte de la décision du Conseil général du Tarn de suspendre les travaux. Cet ouvrage a été décidé par le Conseil général. Il n'appartenait pas au ministère de l'écologie dont j'ai la charge de se substituer. Chacun doit prendre ses responsabilités. Maintenant que les responsabilités sont prises, en appui sur le rapport d'inspection et d'expertise que j'ai demandé, je réunirai mardi prochain l'ensemble des parties prenantes. Depuis le début de la journée, l'exécutif tente de reprendre la main et refuse d'enterrer complètement le projet du barrage de Sivens. Parce que ce type de projet est utile pour les agriculteurs d'abord, mais aussi pour fournir l'eau aux habitants, par exemple, de la ville de Montauban. Après, il faut évidemment le redimensionner, il faut tirer les conséquences des préconisations des rapports. C'est aux élus de prendre cette décision. Les élus du Tarn avouent leur désarroi. Ils minimisent l'ampleur de la retenue d'eau de Sivens, ouvrage nécessaire pour les agriculteurs aux revenus parmi les plus faibles du territoire. Il y a une unanimité des élus locaux qui s'est exprimée à plusieurs reprises sur ces questions. On souhaite construire non pas un barrage mais une retenue pour d'une part assurer du soutien d'étiage pour qu'il puisse y avoir une continuité de la vie, y compris dans sa biodiversité, et parce qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler, qui ont le droit de pouvoir avoir les fruits de leur travail. Parallèlement, de nouvelles formes de mobilisation s'organisent. Aujourd'hui, via les réseaux sociaux et le mot-clé Occupy Sivens, les internautes peuvent manifester virtuellement et déposer des messages. La preuve, s'il en était, que le débat a changé d'échelle. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré à cette nouvelle carte des régions avec nos invités. Ce soir, Jean-Pierre Masseret, bonsoir, sénateur socialiste de la Moselle. Vous êtes également président du Conseil régional de la Lorraine. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Philippe Bas, sénateur UMP de la Manche, président de la Commission des lois. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et enfin, Pierre-Yves Colomba, sénateur RDSE du Var. Merci d'être avec nous. Alors, le Sénat discute actuellement, on vient de le voir, cette nouvelle carte à 15 régions, c'est la proposition de la commission spéciale. Alors on a vu hier Jean-Pierre Masseret, Manuel Valls, qui fermait la porte au nom de la clarté à la proposition du Sénat, préférant celle adoptée par les députés. Quelle est votre position? Est-ce qu'il y a une carte idéale selon vous? Oh, sûrement pas de carte idéale, mais il y en a une. Mais le Premier ministre a dit bien autre chose. Il a dit effectivement qu'il préférait 13 régions. Donc c'est une façon de dire... Si on pouvait revenir à la proposition de l'Assemblée nationale, ce serait mieux. Mais il a indiqué, à mon avis, à ma connaissance, le maintien
réel des départements, puisque c'était un sujet de préoccupation. On va y et de venir parce que questionnement. tout le monde n'a pas forcément compris la même chose sur le département. Moi, je vous dis ce que j'ai compris et ce que je défends, à savoir l'existence d'une assemblée Mais sur cette carte des régions, départementale. Dans chaque département français, ça clarifiera l'élection, la chose. Maintenant, vous me demandez mon avis. Moi, mon avis, la carte idéale pour moi, c'était la proposition du gouvernement faite initialement, c'est-à-dire un rapprochement de la Lorraine avec l'Alsace. Les parlementaires de l'Assemblée nationale ont fait un autre choix. Avec la Champagne-Ardenne. Je défends une seule chose. Je ne souhaite pas que l'Alsace soit seule dans l'Est où on doit faire une euro-région qui tangentera la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, l'Allemagne et différents Länder. Je pense que politiquement et utilement pour nos concitoyens, je préfère alors Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne qu'à l'Alsace restant seule. Alors Philippe Bas, s'il faut revenir à 13 régions, quelles concessions êtes-vous prêt à faire? D'abord, la carte des régions, c'est un sujet intéressant. Passionnant. C'est quand même une curieuse idée de se mettre à manier les ciseaux avant de savoir ce que vont faire les régions. Et on met la charrue avant les bœufs. Il y a eu quelques indications de Manuel Valls hier sur les transferts de compétences des départements vers les régions. Des indications, un débat d'ordre général, c'est bien, mais je conteste cette méthode de travail qui consiste à vouloir débattre de la taille des régions indépendamment du travail qu'elles auront à faire. Ça, je crois que c'est ce qui est fondamental. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure dans la discussion générale. Ce qu'a voulu faire le Sénat, et il y a une demi-heure maintenant, le Sénat a adopté un article sur la proposition de sa commission des lois qui est très important et qui montre quelle est notre philosophie. La philosophie du Sénat, c'est de dire le problème, c'est le service des citoyens. C'est pas de savoir s'il faut garder les départements ou les supprimer. Et le service des citoyens, ça veut dire trouver le bon échelon pour le meilleur service. Nous avons sur la table un découpage régional. Nous ne pouvons pas le regarder sans penser à ce que le gouvernement veut faire des régions. Nous lui disons oui, vous avez raison de vouloir faire des régions stratèges, mais nous constatons que dans le projet de loi important qui vient ensuite, vous ne faites pas des régions stratèges, vous faites des, si vous permettez, vous faites des régions aux semelles de plomb parce que vous leur faites absorber des compétences de proximité comme les arrêts de cars scolaires, les collèges, vous êtes d'accord avec l'analyse que vient de faire Philippe Bas qui vont empêcher la région d'être vraiment stratège et dynamique. Je ne peux qu'abonder dans le sens de Philippe Bas. Nos nouveaux poètes nous déclarent qu'importe l'ivresse pourvu qu'on ait le flacon. Donc on s'occupe du contenant avant de savoir ce qu'il y a dans le contenu. Mais j'irai même plus loin. Est-ce que c'est en trafiquant la carte des régions qu'on contribuera au redressement de notre pays et qu'on lui permettra de sortir de la crise? Du gouvernement, les objectifs sont toujours, baisse des dépenses publiques. Les objectifs sont toujours extraordinaires, mais je n'ai jamais réussi à comprendre, pourtant j'ai posé la question plusieurs fois, quel était le lien entre faire des économies et se développer, quel était le lien entre le redécoupage et le redémarrage de la France, et en plus, on ne sait même pas combien on doit faire d'économies. Personne n'est capable de le chiffrer. Effectivement, vous aviez parlé de cette étude d'impact. Jean-Pierre Masseret. Moi, sur le débat sur l'économie, c'est jamais comme ça que je rentre dans le débat. Il n'y a pas d'économie à court terme. L'intérêt, c'est l'influence d'une organisation territoriale sur les questions de croissance et d'emploi. Donc, des régions stratèges qui vont coordonner, qui vont définir, qui vont rassembler les potentiels de développement sur leur territoire, qui prendront en compte les bassins de vie et qui impliqueront à la fois aussi bien les entreprises, les organisations professionnelles ou syndicales, les élus de ces territoires, de ces bassins de vie et les citoyens. Je veux dire, c'est une nouvelle donne. Donc, il faut essayer de regarder quel est l'enjeu stratégique, parce que ça me paraît le plus important. Après, on peut dire, ça aurait dû être comme ci, comme ça. L'objectif, il est là. Croissance, emploi, à partir d'outils
qui doivent valoriser les potentiels de développement existants sur ces espaces de territoire, en respectant le concept d'efficacité et de proximité. Je suis persuadé qu'à partir de ces quelques principes, on doit pouvoir se mettre d'accord. Ces principes, vous y croyez ou pas? Cette stratégie que tente de valoriser Jean-Pierre Masseret sur ce plateau. Le Sénat, qu'on soit de gauche, de droite, du centre, radical, socialiste, etc. Voilà, on a un échantillon sur ce plateau ce soir. Il a au moins une vertu, c'est que ces élus sont ancrés dans les territoires et ils savent de quoi ils parlent. Et ils savent comment les contraintes, mais aussi comment on organise le meilleur service pour les citoyens. Pour moi, il y a possibilité que le Sénat donne l'exemple d'une bonne entente pour une réforme intelligente qui ne soit pas une réforme doctrinale ou partisane. Le Sénat va enfin pouvoir jouer son rôle de législateur, ce n'avait pas été le cas en première lecture. Le Sénat qui dit non à tout et toujours, c'est fini. Le Sénat d'aujourd'hui est un Sénat qui va montrer un cap. Et pour la réforme territoriale, parce que pour nous l'enjeu est absolument essentiel, pour la réforme territoriale, ce cap, c'est celui du bon échelon pour le bon service. Et nous allons avoir une discussion qui sera fondamentale sur le texte, sur la nouvelle organisation territoriale. Nous ne voulons pas d'un texte. Le texte nôtre qui sera examiné en décembre. Oui, nôtre, excusez-moi, mais personne n'y comprend rien. Nouvelle organisation territoriale de la République. Voilà, c'est plutôt le vôtre que le nôtre. Disons-nous justement ce rôle de législateur que le Sénat va jouer. Vous y croyez encore? Puisqu'on a entendu Jacques Mézard, le président de votre groupe hier, qui disait finalement Manuel Valls ne fait pas confiance à l'intelligence des territoires. Donc on se demande si la carte va être votée. La formule que vous utilisez, c'est la formule qu'on avait utilisée, c'était en 2010, je crois, quand on avait fait une émission donc, que le président du Sénat de l'époque... Jean-Pierre Bell Non, c'était pas Jean-Pierre Bell. C'était déjà Gérard Larcher. C'était Gérard Larcher. On avait fait une longue mission et on était arrivé à un texte qui avait été voté à l'unanimité au Sénat. À l'unanimité. Puis patatras, à la rentrée, arrive le projet sur le conseiller territorial. Et depuis, depuis, les projets se sont succédés, enfin, etc. Et ce qui me navre, c'est que quand une formation est dans l'opposition, elle a des idées que je partage. Et puis quand ils arrivent au pouvoir, eh ben, ils font la même que ceux avec lesquels ils n'étaient pas d'accord. Donc, moi, je veux bien, je veux bien faire confiance à Philippe Bas. Vivement que vous arriviez au pouvoir pour prouver le contraire de ce que vous dites. Je ne suis pas certain, qu'un changement de majorité changera la politique. Oui, parce qu'il faut que Jean-Pierre Masseret puisse dire. Il est le seul à défendre un peu le projet du gouvernement. Alors, il a la parole. Je défends ce projet, non pas parce que je serai copain avec le gouvernement, parce que par expérience, je pense que la proposition qui nous est faite, si on travaille sérieusement, si on donne des objectifs, ce que je dis de croissance, de développement, ça peut être un outil extrêmement intéressant. Donc à partir de là, je considère que le Sénat, dans la discussion de la loi sur la nouvelle organisation du territoire, pourra apporter des évolutions et notamment préciser, moi je fais partie des présidents de région, je pense, qui ne souhaitent pas forcément avoir le collège, forcément la gestion des routes, du Sénat, rapidement, en 30 secondes peut-être pour conclure. Philippe Bas, vous souhaitiez répondre à Jean-Pierre Masseret? C'est très intéressant. Jean-Pierre Masseret ne souhaite pas une super centralisation régionale. Ce texte actuellement est centralisateur. Il faut le rendre décentralisateur. Que l'État donne l'emploi, la politique de l'emploi où il réussit si mal aux conseils régionaux qui ont déjà la formation professionnelle et que les départements assurent les compétences de proximité pour que la région soit libérée, que ce ne soit pas une région qui fasse de la gestion et de la maintenance et des sujets locaux, mais une région qui donne l'impulsion au développement. Merci beaucoup Philippe Bas. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de ce journal. Je vous laisse retourner en séance où le débat va se poursuivre ce soir. C'est la fin de cette édition. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.